Je me suis réveillé d'un coma mais je n'ai pas ouvert les yeux. Ma belle-mère a dit, enfin. Je suis resté immobile, Dieu merci, car elle a ajouté. Je m'appelle Éléonore. J'ai 31 ans. La première chose que j'ai entendue en me réveillant d'un coma de 3 semaines, ce fut la voix de ma belle-mère prononçant un mot si doucement que je l'ai à peine perçu, enfin. Je n'ai pas ouvert les yeux. Je ne sais pas exactement pourquoi. Une sorte d'instinct qui m'est venu avant que mon esprit conscient n'ait fini de s'orienter dans la pièce, la lumière, les bruits de l'équipement hospitalier. La qualité spécifique de l'air qui n'appartient qu'aux endroits où les gens sont maintenus en vie par des machines plutôt que par leur propre élan. Je suis resté immobile. Ma belle-mère s'est rapprochée du lit, puis elle a dit autre chose. Quelque chose destiné à la personne à côté d'elle. Prononcé avec la voix que les gens utilisent quand ils croient que personne d'important n'écoute. J'ai revécu cette scène 1000 fois depuis, dans ma mémoire. Je ne suis toujours pas sûr de quelle partie de ce que j'ai entendu était le pire. Ce qu'elle a dit ou le fait que mon père ne lui ait pas dit d'arrêter. Ce fut le moment où j'ai compris que l'accident n'avait pas été la chose la plus dangereuse qui me soit arrivée ce mois-là. Maintenant, laissez-moi vous ramener avant la chambre d'hôpital. Je dois vous dire qui je suis et ce que j'avais avant de vous dire ce qu'ils ont essayé de me prendre. Mon nom, avant d'être Éléonore Mercier, était Éléonore Beaumont. Ma mère était Marguerite Beaumont, décédée d'un cancer ovarien agressif quand j'avais 14 ans, et qui a passé les 8 derniers mois de sa vie à faire quelque chose que je n'ai pas comprise avant d'être assez âgée pour le faire. C'est-à-dire s'assurer que ce qu'elle avait construit me parviendrait plutôt qu'aux personnes qui viendraient après elle. Ma mère était une développeuse immobilière commerciale, pas à grande échelle. Elle ne construisait pas de tours ni ne gérait de portefeuille nécessitant un soutien institutionnel. Elle trouvait des propriétés sous-évaluées sur des marchés de taille moyenne, les achetait au bon moment, les rénovait avec le soin de quelqu'un qui comprenait que le caractère d'un bâtiment était un atout aussi réel que sa superficie. Et les louait à des locataires qu'elle sélectionnait avec le même soin. Elle a fait cela pendant 18 ans et elle était très douée. Elle était aussi précise. Elle tenait des registres comme les architectes gardent des dessins, comprenant que la précision n'était pas de la bureaucratie mais une protection, et que cette protection était pour les gens qui viendraient après plutôt que pour elle-même. Quand elle est morte, elle m'a laissé 3 propriétés commerciales dans une fiducie structurée de manière à ce qu'elles ne puissent pas être accessibles avant mes 25 ans. Elle m'a laissé des actions dans la petite société de développement immobilier qu'elle avait fondée. Elle a laissé un compte séparé qui financerait mon éducation et mes dépenses de subsistance jusqu'à l'activation de la fiducie. Et elle a laissé une lettre que son avocate m'a donnée le jour de mes 25 ans, livrée dans une enveloppe scellée avec mon nom à l'extérieur, écrit de sa main. La lettre disait, entre autres choses, qu'elle avait réfléchi attentivement à la structure de ce qu'elle laissait et qu'elle l'avait rendu aussi protégé qu'elle le savait. Elle disait qu'elle n'était pas naïve quant à ce que l'argent faisait aux gens qui ne l'avaient pas gagné et qui croyaient y avoir droit. Elle disait que les protections qu'elle avait construites n'étaient pas parce qu'elle ne me faisait pas confiance. Elles étaient parce qu'elle me faisait confiance. Et elle voulait s'assurer que la fiducie serait honorée par les systèmes autour de moi. Même lorsque les gens autour de moi n'étaient pas dignes de confiance. J'ai lu la lettre le jour de mes 25 ans, assise dans mon appartement, mon café refroidissant. J'y ai repensé dans la chambre d'hôpital, immobile, les yeux fermés, écoutant la voix de ma belle-mère. Ma mère avait su quelque chose que j'avais mis 11 ans à apprendre. Le nom de mon père est Richard Mercier, il a 58 ans maintenant. Il s'est remarié 4 ans après la mort de ma mère, quand j'avais 18 ans et que je partais pour l'université, ce qui signifiait que le timing semblait avoir été géré plutôt que fortuit. Il fréquentait ma belle-mère, Catherine, depuis au moins 1 an avant de me parler d'elle, ce que je sais parce que j'ai trouvé une photographie d'eux datée de 8 mois avant son premier dîner chez nous, classée dans un dossier de son bureau que j'avais fouillé pour une toute autre raison. Je n'ai rien dit à propos de la photographie. J'avais 17 ans, et j'avais déjà appris quelles observations étaient les bienvenues dans ma maison, et lesquelles fermaient des portes. Catherine se présentait comme la gentillesse incarnée lorsque je l'ai rencontrée. Elle avait 44 ans alors, attirante de la manière soignée de quelqu'un qui avait maintenu une version d'elle-même pour un public depuis ses 20 ans, et elle avait la fluidité sociale d'une personne qui comprenait immédiatement ce qu'une pièce attendait d'elle et le fournissait sans paraître essayée. Elle a été gentille avec moi à chaque dîner auquel j'ai assisté cette année-là. Elle m'a interrogé sur mes études. Elle se souvenait des détails de conversations précédentes. Elle a exprimé un intérêt pour le passé immobilier de ma mère avec ce qui semblait être une curiosité authentique. Elle a posé,
à 3 occasions distinctes au cours de ma dernière année de lycée, des questions sur la structure de la fiducie que ma mère avait laissée. J'ai répondu de manière générale parce que je n'avais pas encore le cadre pour comprendre pourquoi les questions arrivaient dans la séquence où elles arrivaient. Ma marraine Patricia l'avait. Patricia Dumas avait été la meilleure amie de ma mère depuis leurs 20 ans et avait été nommée ma marraine à ma naissance et avait assisté à tous les événements importants de ma vie avec la présence constante de quelqu'un qui prend son rôle au sérieux plutôt que décorativement. Elle avait 62 ans maintenant, une avocate spécialisée en droit des successions à la retraite qui avait rédigé une partie du langage protecteur dans les documents de la fiducie de ma mère. Elle a rencontré Catherine au dîner de remise des diplômes de mon lycée. Elle m'a appelé le lendemain matin. Elle m'a dit, fais attention à ces questions. J'ai dit, elle semble sincèrement intéressée. Patricia a dit, elle est sincèrement intéressée. C'est exactement ce à quoi je te dis de faire attention. Je n'ai pas compris alors. Je comprendrai 4 ans plus tard, quand je me réveillerai dans une chambre d'hôpital. J'ai déménagé à Lyon après l'université. J'avais un diplôme en administration des affaires et je suis allé travailler pour une société de gestion immobilière commerciale non pas parce que j'avais besoin du revenu, mais parce que je voulais comprendre l'industrie dans laquelle ma mère avait bâti sa vie avant de prendre la responsabilité de ce qu'elle m'avait laissé. J'y ai travaillé pendant 3 ans. J'ai appris des choses que je n'aurais pas pu apprendre des documents ou de l'héritage seul, c'est-à-dire comment les bâtiments fonctionnaient en tant qu'entreprise, comment les relations avec les locataires étaient maintenues. Comment l'écart entre l'état d'une propriété et son potentiel était identifié et comblé. J'ai eu 25 ans le mois de mars précédant l'accident. Patricia m'a donné la lettre de ma mère. J'ai activé la fiducie. J'ai eu une réunion avec la gestionnaire financière indépendante de la fiducie, une femme nommée Grace, qui gérait le compte depuis la mort de ma mère. Et qui m'a accueilli avec la chaleur de quelqu'un qui attendait depuis longtemps de rencontrer enfin la personne pour laquelle elle travaillait. L'activation de la fiducie contenait les 3 propriétés commerciales, les actions de la société et un compte d'investissement que 10 ans de gestion conservatrice avaient fait fructifier jusqu'à un montant que j'ai mis un moment à assimiler quand Grace m'a montré le relevé. Ma mère avait été prudente. Elle avait été très prudente. Le comportement de Catherine a changé la semaine après mon 25e anniversaire. Je l'ai remarqué alors mais ne l'ai pas nommé correctement. Les questions sont devenues moins générales. Elles sont devenues transactionnelles. Elle posait des questions sur des propriétés spécifiques. Elle posait des questions sur la structure du conseil d'administration de l'entreprise. Elle demandait si j'avais envisagé de mettre à jour les arrangements de gestion de la fiducie maintenant que j'étais le bénéficiaire contrôlant. J'ai donné des réponses générales. J'ai dit à mon père qu'elle posait des questions. Il a dit, elle est juste intéressée par ton succès. Elle tient à toi. J'ai noté la diversion. Je n'ai pas insisté. C'était en mars. L'accident a eu lieu en septembre. Je revenais d'une inspection de propriété un jeudi soir. Une route secondaire, du genre avec une qualité particulière de lumière de fin d'après-midi qui rend difficile de juger les distances avec précision. Un camion grillant un feu rouge à un carrefour que je traversais avec la priorité. Je ne me souviens pas de l'impact. Je me souviens de la lumière avant et puis rien jusqu'à la chambre d'hôpital 3 semaines plus tard. Les médecins m'ont dit après que j'avais été dans un coma médicalement provoqué pendant 11 jours et un coma naturel pendant 10 autres. Ils m'ont dit que mon activité cérébrale avait été surveillée et avait montré des signes de retour à la conscience dans les jours précédant mon réveil. Ils m'ont dit que ma récupération était remarquable compte tenu de la gravité de la blessure initiale. Ils m'ont dit tout cela après. Pendant que j'étais dans le coma, les gens m'avaient parlé librement. Des visiteurs sont venus, des infirmières sont venues, mon père est venu, Catherine est venue. Ils parlaient à voix basse comme dans les espaces médicaux, et ils disaient des choses que le corps inconscient allongé dans le lit n'était pas censé traiter. Le corps traitait tout. Je suis revenu lentement. D'abord le son, puis la lumière à travers mes paupières, puis la capacité de me localiser dans l'espace, puis la pensée arrivant par fragments qui se sont progressivement assemblés en une compréhension cohérente sur une période de plusieurs heures, un jeudi matin, 3 semaines après l'accident. Je savais où j'étais avant d'ouvrir les yeux. Je le savais par les sons et l'odeur et la texture des draps et la qualité spécifique du silence entre les machines. Je suis resté immobile et je me suis orienté. Puis la porte s'est ouverte. Des pas, 2 ensemble. L'un que j'ai reconnu comme celui de Catherine au son de ses chaussures, un motif que j'entendais depuis 13 ans.
l'autre que j'ai reconnu comme celui de mon père au poids et au rythme. La porte s'est refermée derrière eux. Catherine s'est approchée du lit. Elle a regardé les moniteurs un instant. Puis elle a prononcé un mot si doucement que si j'avais été moins alerte, je l'aurais manqué. Enfin, je suis resté immobile. J'ai contrôlé ma respiration avec l'attention concentrée de quelqu'un qui comprend que les prochaines secondes importent plus que toutes celles qui les ont précédées. Catherine s'est tournée légèrement vers mon père. Elle a dit autre chose, quelque chose qui m'a dit en moins de 10 mots ce qui s'était passé pendant les 3 semaines où j'étais allongé dans ce lit. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas ouvert les yeux. J'étais allongé dans la chambre d'hôpital dans la lumière de fin de matinée et j'ai pensé à la lettre de ma mère et à ce qu'elle avait écrit sur le système qu'elle avait construit pour protéger ce qu'elle me laissait. J'ai pensé à la voix de Patricia au téléphone le matin après le dîner de remise des diplômes. Fais attention à ces questions. J'avais fait attention à ces questions. Je n'avais pas été assez attentive à ces réponses. Cela allait changer. Ce que Catherine a dit après, enfin, était composé de 7 mots. Je les ai comptés de nombreuses fois depuis. Encore une signature et tout est à nous. Elle l'a dit à mon père à voix basse, comme quelqu'un qui parle dans des chambres d'hôpital depuis 3 semaines et qui s'est habitué à l'idée que la personne dans le lit ne reçoit pas l'information. Mon père n'a rien dit en réponse. Ce silence était sa propre phrase. Je suis resté complètement immobile et j'ai catalogué ce que je venais d'entendre avec l'attention concentrée de quelqu'un qui comprend que les prochaines minutes sont un document en cours d'écriture et que chaque détail aura son importance plus tard. Encore une signature. Pas, nous espérons qu'elle se rétablira. Pas, les médecins pensent qu'elle s'améliore. Encore une signature. Le langage d'une transaction en cours. Le langage de quelqu'un qui avait travaillé sur une séquence et était arrivé à l'étape finale et exprimait un soulagement face à la proximité de l'achèvement plutôt qu'à la conscience de la personne sur laquelle il se tenait. Tout à nous, pas à elle, pas à la famille, à nous. 2 personnes, un cercle fermé. Mon père ne lui avait pas dit d'arrêter. La porte s'est ouverte à nouveau. Une infirmière est entrée, a dit quelque chose à propos des signes vitaux, s'est déplacée dans la pièce avec l'efficacité discrète de quelqu'un qui effectue une tâche de routine. Catherine et mon père ont reculé. L'infirmière a vérifié les moniteurs, a pris une note, est partie. La porte s'est refermée. Catherine a dit, quand vient Duval ? Mon père a dit, demain matin, 9 h. Catherine a dit, dis-lui d'apporter toute la documentation de transfert. Je veux que tout soit prêt. Mon père a dit, je le ferai. J'ai noté le nom Duval. J'ai noté, demain matin. J'ai noté, toute la documentation de transfert. Puis j'ai noté autre chose. La voix de mon père avait la qualité d'un homme qui suit des instructions plutôt que de participer à une conversation d'égo, pas réticent, pas contraint, juste un homme qui avait cédé la direction de quelque chose à quelqu'un d'autre. Et avait cessé de considérer que la direction était la sienne à remettre en question. Cela m'en a dit plus sur les 3 semaines où j'avais été inconsciente que tout ce que Catherine avait dit. Ils sont partis ensemble à 11h40. Je suis resté immobile pendant 20 minutes après que la porte se soit refermée. Puis j'ai ouvert les yeux. Le plafond d'une chambre d'hôpital est d'une nuance particulière de blanc qui n'existe nulle part ailleurs, institutionnel et neutre, est conçu pour ne donner à la personne qui le regarde rien qui puisse produire de l'émotion dans un sens ou dans l'autre. Je l'ai regardé longtemps. J'ai fait l'inventaire. Mon corps était présent de manière significative. Je pouvais bouger mes mains. Je pouvais tourner ma tête lentement. Le côté droit de mon corps avait la lourdeur de la désuétude plutôt que du dommage. Mon bras gauche avait une ligne qui y courait. Ma tête me faisait mal avec la persistance régulière de quelque chose qui me faisait mal depuis longtemps et était simplement devenue la condition ambiante. J'étais vivante. J'étais, pour la première fois en 3 semaines, également stratégiquement positionné. Duval devait arriver à 9 h le lendemain matin avec toute la documentation de transfert. J'avais environ 22 heures. J'avais besoin de 2 choses. Un allié dans ce bâtiment qui comprenait ce qui se passait et un moyen de joindre Patricia avant 9 h demain. Je suis resté immobile et j'ai réfléchi. L'infirmière qui était venue pour les signes vitaux avait une étiquette de nom que je n'avais pas pu lire de l'angle où j'étais allongé, mais elle avait touché mon poignet quand elle a vérifié mon pouls. Et ses doigts s'étaient arrêtés une fraction plus longtemps qu'un contrôle de routine ne l'exigeait. Pas assez longtemps pour en être certaine, assez longtemps pour être notable.
Elle avait remarqué quelque chose. J'allais avoir besoin que cette observation soit utile. Son nom était Adèle. Elle est revenue pour les signes vitaux du soir à 16h30. Elle a d'abord vérifié les moniteurs. Puis elle est venue au lit et elle a vérifié mon pouls avec les mêmes 2 doigts à mon poignet. Et cette fois, j'ai exercé une légère pression en retour. Une petite augmentation de pression, à peine perceptible. Le genre de signal qui ne s'enregistre que si vous faites déjà le bon type d'attention. Elle est restée immobile. Elle n'a pas regardé la porte. Elle n'a pas changé d'expression. Elle a simplement maintenu son calme clinique avec la facilité habituelle de quelqu'un qui a été entraîné à ne pas réagir à des informations surprenantes dans des pièces où les réactions ont des conséquences. Elle a dit d'une voix calme et professionnelle qu'elle utiliserait pour n'importe qui, « Je vais prendre votre température ». Elle a placé le thermomètre et pendant qu'elle attendait, elle s'est penchée légèrement plus près du moniteur qu'elle faisait semblant de lire et elle a dit, à peine un souffle, « Clignez une fois si vous m'entendez ». J'ai cligné une fois, elle s'est redressée, a pris une note sur sa fiche, a relevé la température, a pris une autre note, puis elle a dit du même ton clinique, « Je vais ajuster légèrement votre position pour votre confort ». Elle s'est déplacée sur le côté du lit. Pendant qu'elle ajustait l'oreiller, elle a dit calmement et directement, « Vous montrez des signes de conscience depuis 2 jours. » Je l'ai documenté dans mes notes personnelles, pas dans le dossier principal. Je ne savais pas à qui faire confiance. J'ai pressé son poignet une fois avec mes doigts. Elle a dit, « Il y a une femme qui est venue 3 fois qui n'est pas sur la liste des familles approuvées. Elle s'est inscrite comme amie de la famille la première fois. Elle a un homme avec elle que je crois être un avocat. Ils sont venus pendant que votre belle-mère était ici hier et votre belle-mère leur a demandé de partir. » J'ai pressé son poignet à nouveau. Elle a dit, « Voulez-vous que je contacte quelqu'un ?» J'ai appuyé une fois pour oui. Elle a dit, « Dites-moi comment. » Je ne pouvais pas encore parler. Ma gorge était irritée par 3 semaines d'intubation et de désuétude, mais ma main pouvait bouger suffisamment. Adèle a compris avant que je n'aie à demander. Elle a apporté un bloc-notes du chariot de fourniture, a mis un stylo dans ma main droite, a tenu le bloc-notes à un angle que je pouvais atteindre. J'ai écrit 2 choses, Patricia Dumas, et son numéro de téléphone, que j'avais mémorisé à 14 ans et que je n'avais jamais manqué de retenir. Puis j'ai écrit un mot de plus, ce soir. Adèle a regardé ce que j'avais écrit. Elle m'a regardé. Elle a dit, « Je l'appellerai depuis mon téléphone personnel pendant ma pause, pas depuis le système hospitalier. » J'ai pressé son poignet. Elle a dit, « N'ouvrez les yeux pour personne d'autre ce soir. Pas avant que je vous dise que c'est sûr. » J'ai fermé les yeux. Elle a terminé ses notes et est partie. Je suis resté allongé dans le lit et j'ai catalogué tout ce que j'avais entendu pendant 3 semaines depuis une position que tout le monde croyait passive. Je dois vous dire ce que je savais ce jeudi soir. Je le savais parce que j'avais été inconsciente pendant 3 semaines dans une pièce où les gens parlaient librement et parce que le cerveau, même dans son état le plus compromis, enregistre, pas tout, pas proprement. Par fragments qui s'étaient assemblés depuis le moment où la conscience a commencé à revenir, comme un document se reconstitue à partir de fragments lorsque vous avez le bon logiciel et suffisamment de temps. Catherine avait visité 11 fois. Je le savais parce que différentes infirmières l'avaient mentionné dans différentes conversations et j'avais compté. Mon père avait visité 7 fois. Patricia avait visité 3 fois et on lui avait demandé de partir 2 fois. Un homme dont j'avais entendu le nom comme étant Duval avait visité une fois avec Catherine un jour où mon père n'était pas présent. Cette visite avait duré 40 minutes. La conversation que j'avais partiellement entendue portait sur la documentation et les autorisations et le calendrier de finalisation d'un transfert d'autorité de gestion. Un autre homme dont je n'avais pas retenu le nom avait visité à 2 reprises et avait parlé à mon père d'un ton différent du ton d'avocat, plus bas, plus prudent, le ton de quelqu'un qui apporte des nouvelles qui nécessitent une manipulation prudente. J'avais entendu l'expression « procuration » dans cette conversation. J'avais entendu l'expression « mandataire médical ». J'avais entendu lors de la 2e de ces visites mon père dire « Combien de temps devons-nous encore attendre ?» L'autre homme avait dit « Les médecins disent encore 2 semaines avant de prendre des décisions permanentes. » Mon père avait dit « Et si nous agissons avant cela ?» L'homme avait dit « Alors nous avons besoin que la documentation soit sans faille. » Cette conversation avait eu lieu un mardi. Je ne savais pas quel mardi. Je ne savais pas combien de jours avant mon réveil, mais je savais ce que cela signifiait. Il ne m'avait pas attendu pour récupérer.
Ils attendaient un calendrier qui servait un processus juridique dont je n'avais pas été consulté. Mon père n'était pas un homme qui avait été manipulé par une femme qu'il aimait pour participer à quelque chose qu'il ne comprenait pas. Mon père était un homme qui participait à quelque chose qu'il comprenait entièrement. C'était la partie à laquelle je revenais constamment pendant les heures entre la visite d'Adèle et l'arrivée de Patricia. Pas Catherine. Catherine s'était annoncée pendant plus de 13 ans de manière que j'avais choisi de ne pas lire correctement. Elle avait posé des questions sur la fiducie. Elle avait posé des questions sur les propriétés. Elle avait posé des questions sur la structure de gestion. Elle l'avait fait agréablement et constamment. Et je l'avais attribué à la curiosité d'une femme qui s'intéressait à la vie de sa belle-fille. Ce n'était pas de la curiosité. Mais Catherine était une femme en qui je n'avais jamais eu entièrement confiance. La découverte de ses intentions était douloureuse sans être choquante. Mon père était différent. Mon père s'était tenu dans une chambre d'hôpital et avait demandé « Combien de temps devons-nous encore attendre ?» pendant que sa fille gisait inconsciente dans le lit à 1 mètre de lui. C'était la trahison qui n'avait aucun cadre dans lequel je pouvais l'intégrer sans reconstruire le cadre de zéro. Patricia est arrivée à 20h15 ce soir-là. Je le sais parce qu'Adèle est entrée à 20h10 et a dit discrètement en vérifiant ma perfusion, elle est dans le parking. Je vais la faire entrer par l'entrée du personnel. Il y a une fenêtre d'environ 12 minutes avant que l'infirmière-chef ne fasse sa tournée. J'ai pressé son poignet. Patricia a franchi la porte à 20h18. J'ai entendu ses pas et je les ai reconnus comme j'avais reconnu ceux de Catherine. Le rythme de quelqu'un que j'avais écouté toute ma vie. Elle est venue au lit. Elle n'a rien dit pendant un instant. Puis elle a dit très doucement, « Éléonore, si tu m'entends, serre ma main. » J'ai serré sa main. Elle a émis un son qui n'était pas un mot. Le son de quelqu'un qui absorbe un soulagement qu'elle contenait depuis 3 semaines. Elle s'est assise sur la chaise à côté du lit et s'est penchée près de moi et elle a dit, « Je vais te dire ce que je sais et j'ai besoin que tu écoutes sans réagir car Adèle dit que nous avons 11 minutes. » J'ai gardé les yeux fermés. J'ai serré sa main une fois pour oui, a-t-elle dit. Catherine a déposé une demande de procuration médicale temporaire le 4e jour de votre hospitalisation. La demande citait la détresse de votre père et sa demande qu'elle gère les décisions médicales. L'équipe juridique de l'hôpital l'a signalée comme irrégulière, mais votre père a confirmé la demande par écrit, et elle a été accordée sur une base limitée. J'ai pressé sa main. Elle a dit que le 9e jour, un homme nommé Monsieur Duval, qui est un avocat spécialisé en droit des successions que Catherine a engagé il y a 18 mois, a soumis des documents au gestionnaire financier de la fiducie demandant un examen d'urgence de la structure de gestion. Il a cité votre incapacité et ce qu'il a décrit comme les droits de votre père en tant que cofiduciaire originel. Elle a dit, grâce, votre gestionnaire financière de la fiducie a rejeté la demande et m'a contacté immédiatement. J'ai été en contact avec Grâce depuis le 10e jour. J'ai pressé sa main 2 fois. Elle a compris. Elle a dit, Grâce n'a rien traité. Elle a fait traîner les choses en exigeant des documents qui prennent du temps à produire, en demandant des éclaircissements qui nécessitent des réponses. Elle nous a fait gagner du temps. Elle a fait une pause. Elle a dit, Duval arrive demain à 9h avec ce que Catherine a décrit à votre père comme la documentation de transfert final. Je ne sais pas exactement ce que contient la documentation, mais je crois qu'elle est destinée à achever un transfert d'autorité de gestion sur les principaux actifs de la fiducie pendant que vous restez incapable. Elle a dit, Éléonore, ils croient qu'ils ont 3 jours avant que l'équipe médicale ne prenne des décisions permanentes sur votre état. Ils essaient de compléter le transfert avant que votre état médical ne change. Elle a dit, ce que je dois savoir, c'est ce que vous voulez faire. J'ai ouvert les yeux. Patricia m'a regardé. Elle n'a pas réagi avec la surprise visible de quelqu'un qui rencontre l'inattendu. Elle avait passé 40 ans comme avocate spécialisée en droit des successions. Elle attendait ce moment depuis la nuit où Adèle l'avait appelée depuis un téléphone personnel dans un parking d'hôpital. Elle a dit, bonjour, ma chérie. J'ai dit d'une voix qui sortait à peine plus qu'un murmure après 3 semaines de désuétude. Duval ne peut pas entrer dans ce bâtiment demain. Elle a dit, il ne le fera pas. J'ai dit, j'ai besoin que Grâce ait la preuve de ma conscience avant 9h. Elle a dit, Adèle a gardé des notes personnelles depuis mardi, datées, horodatées, formatées cliniquement. Elle les signera ce soir. J'ai dit, et l'équipe médicale. Patricia a dit, j'ai un collègue avocat spécialisé dans les affaires médico-légales. Il est disponible ce soir.
Il peut être ici demain matin à 6 heures. J'ai dit, est-ce qu'il connaît la situation? Elle a dit, il en sait assez. J'ai dit, j'ai besoin de savoir tout ce qui a été déplacé, tout ce qui a été déposé, tout ce qui a changé de main depuis l'accident. Patricia a fouillé dans le sac qu'elle avait apporté et a posé un dossier sur le lit à côté de moi. Elle a dit, je prépare ceci depuis le 10e jour. J'ai ouvert le dossier avec des mains plus lentes que je n'y étais habitué et moins stables mais fonctionnelles. Le dossier contenait 14 pages. J'ai tout lu. Quand j'ai eu fini, ma voix était plus stable qu'à l'arrivée de Patricia, et la douleur dans ma tête avait la qualité de quelque chose à qui on avait donné une direction à suivre plutôt que de persister sans but. J'ai regardé Patricia. J'ai dit, ils ont fait 2 erreurs. Elle a dit, dis-moi. J'ai dit, ils ont utilisé Duval et Duval a utilisé la même documentation de fiducie que ma mère a construite, la documentation qu'elle a construite avec toi. Patricia m'a regardé. J'ai dit, tu connais chaque protection dans ces documents, chaque clause, chaque condition. Elle a dit, j'ai rédigé la plupart d'entre eux. J'ai dit, alors tu connais la chaîne d'autorisation qu'ils auraient dû contourner. Elle a dit, oui. J'ai dit, l'ont-ils contourné correctement? Patricia est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, non, ils ne l'ont pas fait. J'ai dit, montre-moi. Elle m'a montré. À 22 heures ce soir-là, Adèle avait signé ses notes personnelles en présence de Patricia et de l'avocat médico-légal arrivé à 21h30. À 23 heures, la gestionnaire financière de la fiducie, Grace, avait une notification formelle de ma reprise de conscience avec des documents justificatifs de 2 témoins médicaux. À 23h30, Patricia avait déposé une motion d'urgence auprès du tribunal des tutelles demandant un gel immédiat de toutes les transactions liées à la fiducie en attendant un examen de capacité. À minuit, le rendez-vous de Duval le lendemain matin était devenu sans objet. J'étais allongé dans le lit d'hôpital, et je pensais à ma mère assise à son bureau il y a 18 ans, construisant des protections dont elle espérait que je n'aurais jamais besoin. Elle les avait construites de toute façon parce qu'elle avait compris quelque chose que Catherine et mon père n'avaient pas compris quand ils avaient commencé leur processus minutieux de 3 semaines. Les protections n'étaient pas dans les documents de la fiducie. Les protections étaient dans les personnes qui avaient aidé à les construire. Et ces personnes m'avaient attendu pour me réveiller. L'avocat médico-légal s'appelait David Chen. Il avait 53 ans, précis comme quelqu'un qui avait passé 30 ans à l'intersection des soins de santé et du droit, et avait développé grâce à ce travail une absence totale de sentimentalisme face aux situations qui exigeaient de la clarté plutôt que du réconfort. Patricia avait travaillé avec lui sur 3 affaires au cours de la décennie précédente, et l'avait décrit au téléphone la nuit précédente comme quelqu'un qui ne gaspillait ni les mots ni le temps. Il est arrivé à 6 heures du matin comme promis. Il a d'abord examiné la documentation d'Adèle. Il a examiné ses propres notes de l'évaluation de la veille. Il a parlé avec le médecin traitant, une femme nommée Dr Alix, qui gérait mes soins depuis l'accident, et qui avait, il s'est avéré, ses propres préoccupations concernant certaines décisions prises pendant mon incapacité qu'elle n'avait pas pu soulever par les voies officielles sans documentation pour les étayer. Le docteur Alix avait observé. Elle n'était pas certaine de ce qu'elle observait, mais elle observait. David l'a rencontré pendant 40 minutes dans une salle de conférence au bout du couloir pendant que j'étais allongé dans mon lit, et Patricia était assise sur la chaise à côté de moi, et nous ne parlions pas parce qu'il n'y avait rien à dire qui n'avait pas déjà été dit. Et parce que nous comprenions toutes les deux que les prochaines heures seraient un processus plutôt qu'une conversation, et que le processus exigeait de la patience plus que des mots. À 7h15, David est revenu. Il a dit, le docteur Alix est prêt à déposer une évaluation de capacité modifiée documentant votre conscience à partir de jeudi soir. L'évaluation sera horodatée et remplacera la documentation de statut médical existante sur laquelle s'appuyait le dépôt de Duval. J'ai dit, qu'est-ce que cela signifie pour la procuration? Il a dit, la procuration médicale temporaire de Catherine a été accordée sur la base de votre incapacité. Dès qu'une évaluation de capacité actuelle établit votre conscience et votre capacité de communication, la base de la procuration n'est plus valide. Il ne faut pas d'ordonnance du tribunal pour l'invalider. Elle s'invalide automatiquement selon les termes de l'octroi original. J'ai dit, et le rendez-vous de Duval. Il a dit, la motion d'urgence de Patricia a été reçue par le tribunal des tutelles à 23h47 hier soir. Le juge de permanence du tribunal l'a examiné à 4h du matin et a émis un gel temporaire de toutes les transactions liées à la fiducie en attendant une audience d'urgence sur la capacité.
L'audience est prévue pour lundi. Il a dit, quand Duval arrivera à 9h, il constatera qu'il n'a plus rien à faire. Duval est arrivé à 9h04. Je le sais parce qu'Adèle était au poste des infirmières quand il a franchi l'entrée principale et elle m'a envoyé un seul mot sur le bloc-notes qu'elle m'avait laissé ici. J'ai plié le bloc-notes et l'ai placé sous mon oreiller et je suis resté immobile, les yeux ouverts, et j'ai attendu. Il est venu dans la pièce avec Catherine. Ils ont ouvert la porte ensemble. Catherine s'est arrêtée. Elle m'a regardé. Elle a regardé mes yeux ouverts et l'oreiller ajusté derrière moi et le verre d'eau sur la table de chevet que j'avais demandé et bu et le bord du bloc-notes visible au bord de l'oreiller. Elle a regardé Patricia assise sur la chaise à côté du lit avec un dossier sur ses genoux. Elle a regardé David Chen debout près de la fenêtre. Puis elle m'a regardé à nouveau. J'ai dit, bonjour, Catherine. Ma voix n'était toujours pas ce qu'elle avait été 3 semaines plus tôt. Elle avait la qualité de quelque chose qui était utilisé pour la première fois après une longue période d'immobilité, mais elle était présente, et elle était claire, et elle est arrivée dans la pièce avec le poids de quelque chose qui avait été absent pendant 3 semaines. Et qui était maintenant revenu. Duval a compris avant Catherine. Il était avocat, et les avocats lisent les pièces pour vivre, et il a lu cette pièce en environ 4 secondes, et a compris que le dossier de documents sous son bras n'allait pas être ouvert aujourd'hui. Catherine a dit, tu es réveillé. J'ai dit, je suis réveillé depuis jeudi après-midi. Elle n'a rien dit. J'ai dit, je vous ai entendu jeudi matin avant d'ouvrir les yeux. Toi et mon père. Son expression est passée par plusieurs étapes. La première était l'incrédulité. La seconde était le calcul de quelqu'un qui évaluait si l'incrédulité était une position viable. La troisième était quelque chose qui ne s'est pas résolu en une expression que je pouvais nommer. J'ai dit, Patricia a déposé une motion d'urgence auprès du tribunal des tutelles. Les transactions de la fiducie sont gelées en attendant l'audience de lundi. La procuration est invalide à partir de l'évaluation de capacité modifiée du docteur Alix déposée ce matin. Duval a dit, j'aimerais parler avec ma cliente. David Chen a dit, bien sûr, le couloir est disponible. Duval et Catherine ont quitté la pièce, la porte s'est refermée. Patricia n'a rien dit. J'ai regardé le plafond un instant. Puis j'ai dit, où est mon père? Patricia a dit, il a appelé l'hôpital à 7h30 ce matin. Le bureau du docteur Alix lui a dit que votre état avait été mis à jour. Il n'a pas rappelé depuis. J'ai dit, il sait. Elle a dit, oui. J'ai dit, il vient. Elle a dit, je ne sais pas. J'ai dit, moi non plus. Il n'est pas venu ce jour-là. Il est venu le lendemain matin seul, sans Catherine et sans Duval et sans la performance spécifique d'inquiétude qu'il avait maintenue pendant les 3 semaines de mon hospitalisation, où il avait visité cette fois tout en planifiant l'achèvement d'un transfert financier. Il est venu à 8h du matin, quand l'hôpital faisait ses rondes matinales et que le couloir devant ma chambre avait le bruit ambiant d'une institution commençant sa journée. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte. Il ressemblait à un homme qui avait passé les 36 heures précédentes à arriver à une compréhension de lui-même qu'il évitait depuis longtemps. Il avait 58 ans, et il avait construit une version de lui-même autour d'une femme qui posait des questions sur la fiducie de sa fille avant même qu'il n'ait dit à cette fille que la femme existait. Il avait laissé ces questions devenir une direction. Il avait laissé la direction devenir un plan. Il s'était tenu dans cette pièce il y a 3 semaines et avait demandé, combien de temps devons-nous encore attendre, pendant que j'étais allongé dans le lit. Il savait que je savais cela. Il est entré dans la pièce et s'est assis sur la chaise à côté du lit que Patricia avait occupé et il a regardé ses mains. Il a dit, je ne sais pas comment commencer. J'ai dit, alors ne commence pas, dis-moi juste la vérité. Il a dit, je savais ce que Catherine planifiait. Je savais depuis le début, pas chaque détail, mais la direction. J'ai dit, combien de temps? Il a dit, elle a commencé à parler de la structure de la fiducie l'année après notre mariage. Je me suis dit qu'elle était juste curieuse. Je me suis dit que c'était parce qu'elle se souciait de ce qui t'arrivait. Il s'est arrêté. Je savais que ce n'était pas vrai au moment où tu as eu 25 ans. Je me suis permis de ne pas savoir parce que l'alternative m'obligeait à faire quelque chose que je n'étais pas prêt à faire. J'ai dit, la quitter. Il a dit, oui. J'ai dit, tu l'as choisi. Il a dit oui. Il l'a dit sans la défense d'un homme qui a préparé un dossier pour ses choix, juste l'aveu, la description précise d'une décision qu'il avait prise. J'ai regardé mon père, 58 ans,
l'homme qui avait tenu ma main aux funérailles de ma mère et m'avait dit que nous allions tout arranger ensemble et qui le pensait, je crois, au moment où il l'a dit. J'ai dit, l'audience est lundi. J'ai besoin que tu dises au tribunal ce que tu sais, toute l'étendue de ce qui a été planifié, la documentation que tu as signée, les conversations avec Monsieur Duval, tout. Il a dit, cela sera utilisé contre Catherine. J'ai dit, oui. Il a dit, et contre moi. J'ai dit, probablement oui. Il est resté silencieux longtemps. Puis il a dit, ta mère ne me pardonnerait pas cela. J'ai dit, je sais. Il a dit, peux-tu? J'ai réfléchi à cette question honnêtement plutôt que par réflexe. J'ai dit, je ne sais pas encore. C'est la réponse la plus honnête que j'ai. Il a hoché la tête. Il a dit, je serai à l'audience. Il s'est levé. Il m'a regardé une fois de plus depuis l'embrasure de la porte avec l'expression d'un homme qui a déposé quelque chose qu'il portait dans la mauvaise direction depuis longtemps et qui n'est pas encore sûr de ce que l'on ressent sans cela. Puis il est parti. L'audience de lundi a duré 3 heures. J'étais présente en personne, ce qui avait nécessité une autorisation médicale du docteur Alix et un fauteuil roulant pour la première partie avant que je ne démontre que je pouvais me lever et que je l'ai fait. Mon père a témoigné en premier. Il a dit au tribunal toute l'étendue de ses connaissances, les conversations avec Monsieur Duval, la documentation qu'il avait signée, le calendrier de la planification de Catherine tel qu'il le comprenait. Il a répondu à toutes les questions que le collègue avocat de Patricia lui a posées sans déviation et sans la version arrangée des événements. Cela lui a coûté cher. C'était aussi, je crois, la fois où il a été le plus honnête dans un contexte professionnel depuis plusieurs années. L'avocat de Catherine a tenté de dépeindre la gestionnaire financière de la fiducie, Grace, comme ayant agi de manière inappropriée en refusant de traiter les demandes de transfert. Grace a apporté à l'audience 14 mois de correspondance documentée qui démontrait qu'elle avait suivi toutes les exigences procédurales correctement et avait soulevé des préoccupations par les voies appropriées à chaque étape. Le tribunal a examiné la documentation de transfert de Duval. Patricia avait raison au sujet de la chaîne d'autorisation. Ma mère avait construit une fiducie avec une structure d'autorisation en couche qui exigeait une vérification indépendante à chaque étape de toute transaction majeure. La vérification à l'étape 3 exigeait une signature du conseiller juridique indépendant de la fiducie, un rôle occupé par un avocat que ma mère avait spécifiquement nommé dans les documents de la fiducie lorsqu'elle les avait créés. Cet avocat était Patricia. Catherine et Duval n'avaient pas connu le rôle de Patricia dans la structure, où ils l'avaient su et avaient cru qu'elle pouvait être contournée. De toute façon, le contournement n'avait pas été achevé, et l'autorisation de l'étape 3 était manquante de chaque document dans le dossier de Duval. Le transfert n'avait jamais été légalement exécutable. Ma mère avait su quelque chose il y a 18 ans qui avait protégé sa fille dans une chambre d'hôpital 3 décennies plus tard. Elle avait su que les personnes les plus susceptibles d'essayer de prendre quelque chose étaient les personnes les plus proches de la personne qui le détenait. Et elle avait construit la protection en conséquence, l'ancrant dans une relation en laquelle elle avait confiance, plutôt que dans une structure qui pouvait être naviguée par quelqu'un avec suffisamment de temps et le bon avocat. Elle avait fait confiance à Patricia. Patricia avait tenu bon. Le tribunal a gelé toutes les transactions en attente, a invalidé rétroactivement la procuration de Catherine et a renvoyé l'affaire au procureur pour enquête sur d'éventuelles fraudes, faux et usage de faux et fautes financières. Mon père a été démis de ses fonctions de cofiduciaire. J'ai été confirmé comme la seule autorité de contrôle. Les conséquences qui ont suivi sont arrivées avec la rigueur procédurale des systèmes qui agissent délibérément plutôt que rapidement. Catherine a été arrêtée 4 mois après l'audience. L'enquête du procureur a découvert toute l'étendue de la planification, y compris des preuves que Duval avait préparé des documents d'autorisation falsifiés pour la vérification de l'étape 3 qui n'avaient pas été déployés parce que la fenêtre s'était fermée avant qu'ils ne puissent être utilisés. L'accusation de faux était celle qui importait le plus structurellement. Elle a transformé l'affaire d'un litige civil concernant la gestion de la fiducie en une affaire pénale avec des preuves spécifiques d'intention. Duval a rendu sa licence d'avocat en attendant l'issue de l'enquête du barreau qui a suivi. Les actifs de Catherine ont été gelés pendant l'enquête. Les articles de luxe qu'elle avait achetés dans les semaines suivant mon accident, anticipant l'achèvement du transfert, ont fait l'objet de procédures de recouvrement. Mon père a pleinement coopéré à l'enquête. Sa coopération a été prise en compte mais n'a pas éliminé les conséquences. Il a été retiré de manière permanente de tout rôle dans la structure de la fiducie.
Il a fait face à une responsabilité civile pour sa participation à la planification et a conclu un règlement qui l'obligeait à rembourser à la fiducie le montant qu'il avait reçu de ses comptes pendant une période où il avait agi contre mes intérêts. Il vivait seul au moment où le règlement a été conclu. Catherine avait déménagé lorsque l'arrestation est devenue imminente. Elle avait calculé que la proximité avec lui ne la servait plus et avait agi en conséquence avec la même efficacité qu'elle avait appliquée à tout le reste. J'ai quitté l'hôpital 12 jours après l'audience de lundi. Le docteur Alix m'a libéré avec la satisfaction particulière d'un médecin dont le patient s'est rétabli en dépit d'un pronostic précoce et qui prend cette défiance personnellement comme un accomplissement professionnel. Adèle m'a accompagné jusqu'à la sortie. À la porte. Elle a dit, « Vous étiez la personne la plus calme que j'ai jamais vue dans une situation comme celle-là. » J'ai dit, « J'ai eu une très bonne professeure. » Elle m'a regardé. J'ai dit, « Ma mère, elle m'a appris que la protection se trouve dans les gens qui vous ont aidé à la construire, pas dans les documents. » Adèle a dit, « Elle semble avoir été remarquable. » J'ai dit, « Elle était précise. » Ce qui s'est avéré être la même chose. 8 mois après l'accident, j'étais assise dans le bureau de la gestionnaire financière de la fiducie, Grace, pour notre premier examen trimestriel depuis que j'avais pris le contrôle total. La fiducie était intacte. Les propriétés étaient performantes. Les actions de la société avaient augmenté de valeur pendant la période où l'ingérence de Catherine dans la gestion avait été bloquée par le ralentissement procédural de Grace. Le compte d'investissement continuait de croître avec la patience conservatrice que ma mère avait établie. Le travail minutieux de ma mère avait survécu. Patricia est venue dîner à mon appartement ce samedi-là. J'avais cuisiné comme ma mère m'avait appris, avec attention plutôt qu'avec rapidité. Et nous nous sommes assises à la table de la cuisine et avons parlé de choses qui n'étaient ni l'affaire, ni l'hôpital, ni l'audience. Nous avons parlé de ma mère. Patricia a dit qu'elle aurait trouvé toute cette histoire exaspérante. J'ai dit qu'elle l'aurait trouvée prévisible. Patricia a dit cela aussi. Elle a dit qu'elle savait ce contre quoi elle se protégeait en élaborant ses documents. Elle l'avait vu dans d'autres familles. Elle voulait s'assurer que vous auriez quelque chose qui tiendrait bon même si les gens autour de vous ne le faisaient pas. J'ai dit la chaîne d'autorisation. Patricia a dit qu'elle m'avait appelé la semaine avant de mourir. Elle a dit qu'elle voulait revoir les documents une dernière fois. Nous avons passé 3 heures au téléphone. Elle a fait 2 petites modifications. Patricia a regardé son verre de vin. L'une d'elles était l'exigence de l'étape 3. J'ai dit qu'elle l'avait ajoutée lors de cet appel. Patricia a dit oui. Je n'ai rien dit pendant un instant. Puis j'ai dit, elle savait. Patricia a dit, elle savait quelque chose. Elle ne savait pas exactement quoi, mais elle en savait assez pour ajouter une couche de plus. J'ai pensé à ma mère dans les dernières semaines de sa vie, gérant son entreprise depuis une chaise pendant que son corps s'approchait de la fin. Elle était assez précise pour être honnête en appelant son avocate pour ajouter une exigence d'autorisation de l'étape 3 à un document de fiducie pour une fille qui avait 14 ans et ne savait pas encore pourquoi cela importerait. Elle l'avait fait quand même parce que c'était qui elle était. Je me suis réveillé d'un coma de 3 semaines et j'ai gardé les yeux fermés. J'ai entendu ma belle-mère et mon père planifier l'achèvement d'un transfert financier qui était en cours depuis le jour de mon accident. Je suis resté immobile pendant des heures et j'ai tout catalogué. Une infirmière nommée Adèle a remarqué ma conscience et a contacté Patricia. Patricia est arrivée ce soir-là avec 14 pages de documents qu'elle préparait depuis le 10e jour. Nous avons déposé une motion d'urgence à 23h47 ce soir-là. Le tribunal des tutelles a gelé toutes les transactions à 4h du matin. Duval est arrivé à 9h et n'a plus rien trouvé à faire. Mon père a témoigné à l'audience de lundi. Catherine a été arrêtée 4 mois plus tard. La fiducie a été confirmée sous mon seul contrôle. L'exigence d'autorisation de l'étape 3 de ma mère, ajoutée dans la dernière semaine de sa vie, était la protection qui ne pouvait pas être contournée. C'est toute l'histoire. Maintenant, voici ce que je veux vous laisser. Ma mère est morte quand j'avais 14 ans. Elle a passé les dernières semaines de sa vie à téléphoner à des avocats et à ajouter des clauses à des documents et à construire des structures dont elle espérait que je n'aurais jamais besoin. Mais qu'elle n'était pas prête à laisser incomplète. Elle ne pouvait pas être dans cette chambre d'hôpital avec moi. Mais ce qu'elle a construit, c'est ce à quoi ressemble une vraie protection. Pas une porte verrouillée, pas une confrontation, pas une intervention dramatique.
Une exigence d'autorisation de l'étape 3 ajoutée lors d'un appel téléphonique de 3 heures d'une femme mourante qui avait compris que les personnes les plus susceptibles d'essayer de vous prendre quelque chose seraient les personnes les plus proches de vous lorsque vous seriez le plus vulnérable. Elle était précise. La précision, il s'avère, est l'une des formes d'amour les plus durables. La deuxième chose, Adèle ne me connaissait pas. Elle n'avait aucune obligation de remarquer ce qu'elle a remarqué ou d'agir en conséquence par des voies non officielles au risque professionnel personnel. Elle a remarqué parce qu'elle a fait attention. Elle a agi parce que son instinct lui a dit que ce qu'elle voyait importait. Faites attention aux gens autour de vous qui remarquent des choses et agissent en fonction de ce qu'ils remarquent. Ils sont plus rares que les alliés évidents et plus précieux quand ça compte.